Les concertations du président Joseph Kabila Kabange n'auront plus lieu ce mercredi 4 septembre 2013 comme initialement prévu. Ce forum national destiné à trouver des solutions communes à la crise politique, sociale et sécuritaire qui paralyse le pays depuis la dernière présidentielle a été renvoyé au samedi 7 septembre 2013 au Palais du Peuple de Kinshasa. Les raisons de ce report sont aussi divergentes selon le camp des participants. Selon les membres du comité d'organisation de ces concertations nationales à majorité proche du pouvoir, ce report est dû à plusieurs agendas du pays, dont la tenue à Kampala en Ouganda demain jeudi, du sommet des chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Les concertations nationales débuteront le 7 septembre dans la mesure où nous devons conjuguer plusieurs agendas républicains en même temps, notamment le sommet extraordinaire de la CIRGL, a expliqué le président de l'Assemblée nationale, Obin Minaku Djala-Djoko. Les opposants à la tenue de ces consultations dans le Conseil d'apostolat des laïcs catholiques qui avait formulé mardi une demande de report du forum. Le Conseil d'apostolat congolais estime que ces assises telles qu'elles s'organisent ne seront pas véritablement un espace de dialogue ouvert et franc et risquent d'être une simple consultation, sinon un bureau conseil. La position de cette organisation est motivée suite au déséquilibre constaté dans la répartition des quotas des participants qui devaient être équitables selon elle entre la majorité présidentielle, l'opposition et la société civile. La plupart des partis d'opposition ont refusé de prendre part à ces concertations, estimant notamment que leur cadre n'est pas conforme aux prescriptions des Nations Unies. Le président Joseph Kabila Kabange, réélu en 2011 dans des circonstances troubles, avait promis d'organiser des consultations nationales au début de cette année. Fin juin, il a signé une ordonnance précisant qu'elle porterait sur la gouvernance, l'économie, le désarmement des groupes armés, les conflits communautaires et la décentralisation. Sur un autre volet, celui du conflit dans l'est de la RDC, Mary Robinson, l'envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, a réactivé la dynamique politique dans les Grands Lacs. Arrivée lundi en RDC, elle s'est rendue hier à Goma, capitale du Nord Kivu, à la tête d'une délégation composée des émissaires de l'Union africaine, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique dans le cadre de la première étape de sa tournée dans la région des Grands Lacs. Entre Juba et Khartoum, les relations se sont réchauffées. Mardi, dans la capitale soudanaise, le président soudanais Omar el-Béchir s'est engagé en présence de son homologue du Sud, Salva Kiir, à respecter tous les accords signés entre son pays et le Soudan du Sud, y compris celui sur le transit pétrolier sud-soudanais par les infrastructures soudanaises. Les revenus générés par l'or noir extrait du Sud et exportés via le Nord représentent des milliards de dollars et constituent l'une des principales sources de devises de ces deux États. Suite à un regain de violence à leurs frontières communes et accusant le régime sud-soudanais d'entretenir la coalition rebelle dénommée Front révolutionnaire soudanais, Khartoum avait gelé fin juin l'application des 9 accords signés en septembre 2012. En mars 2013, le Soudan et le Soudan du Sud avaient commencé à mettre en application ces accords, comprenant entre autres une zone tampon démilitarisée le long de leurs frontières non délimitées officiellement. Ces accords avaient également favorisé la reprise du transit du pétrole du Soudan du Sud vers le Soudan en échange d'un droit de passage vital pour l'économie soudanaise ainsi qu'une libre circulation des personnes et des biens. Le désir d'hégémonie et la quête du gain des États ont fait de l'espionnage une arme redoutable. Et dans ce jeu déloyal, mené de main de maître par les puissances occidentales, l'Afrique n'est pas à l'abri des grandes oreilles déployées par le gouvernement américain pour contrôler les informations échangées par les internautes via Internet. Le programme d'espionnage baptisé PRISM est destiné à collecter les données en ligne des gouvernements, des entreprises et des particuliers du monde entier, hormis ceux des États-Unis, et est associé au logiciel Boundless Informant qui permet d'analyser de manière précise et détaillée ces données. Selon le site Human Hypo, au rang des pays africains les plus écoutés par les grandes oreilles de Washington, figure en pole position l'Égypte est par ailleurs 4e pays le plus espionné au monde devant la France. Après le pays des pharaons, suivent la Libye et le Kenya, qui dans ce classement reçoivent le même traitement que l'Allemagne.
Puis viennent le peloton formé par la Tanzanie, la Somalie, l'Algérie, le Soudan, l'Ouganda et pour clôturer ce top 10, la République démocratique du Congo et le Zimbabwe. L'homme par qui le scandale avait éclaté en Europe et refroidi les relations entre le vieux continent et le pays de l'oncle Sam est aujourd'hui un fugitif. Le jeune Américain de 29 ans, employé par une société de sous-traitance de l'Agence nationale de sécurité américaine NASA, avait révélé début juin au monde entier le vaste programme d'espionnage secret mis en place par les États-Unis, baptisé PRISM. Ce programme aurait permis aux services de renseignement américains d'intercepter des mails, des chats ou tout autre fichier échangé sur Internet ou encore d'avoir accès à des identifiants de connexion, noms d'utilisateurs et mots de passe sans autorisation préalable de la justice. Edward Snowden, dans ses révélations, avait incriminé les géants de l'informatique mondiale, notamment Google, Facebook, Yahoo, Skype, Microsoft et Alp, tous partenaires de la NASA. Le jeu des alliances entre chancelleries se poursuit autour de la Syrie. Alors que le Congrès américain tarde à donner son feu vert pour une intervention américaine en Syrie, la France doit encore débattre sur la question ce mercredi à l'Élysée pour permettre au président François Hollande d'avoir en sa possession tous les éléments nécessaires pour s'engager en Syrie. Le président français, accusé d'activiste par ses détracteurs, a également appelé l'Europe à se réunir sur le dossier syrien dans les prochains jours, sans doute en marge du sommet du G20 qui s'ouvre demain jeudi à Genève en Suisse. Les efforts français pour aider au renversement du régime de Damas ont été remarqués par les États-Unis, notamment par le président Barack Obama et le secrétaire d'État John Kerry, qui ont tous les deux reconnu l'ancienneté de l'alliance qui unit les deux États. Cependant, dans son entêtement à soutenir une coalition occidentale et arabe anti-Assad, le gouvernement syrien a menacé directement la France mardi de représailles contre ses intérêts. Des menaces survenues après que celle-ci ait mis en ligne lundi les preuves de la responsabilité selon elle du régime syrien dans l'attaque chimique du 21 août dernier contre des civils. Des preuves qui, selon le Front national de Marine Le Pen, ont été construites de toutes pièces par le gouvernement pour justifier une intervention déjà décidée.